Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, Action d'Amiens en lutte contre la tuberculose et la lèpre au Nigeria. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Stéphane Stett. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Stéphane Stett, vous êtes, si je me rappelle bien, le responsable de la communication pour Action d'Amiens. Alors pour rentrer, si vous voulez bien, dans le thème de ce magazine, je vous propose de regarder un premier reportage, c'est-à-dire au Lagos, la capitale du Nigeria. Le docteur Osma, directeur d'Action d'Amiens dans ce pays, nous emmène dans un bidonville où sont concentrées des personnes ayant un handicap. Je vous propose de regarder ce premier reportage. We are in Lagos city, Nigeria. This is actually a camp where all the disabled, affected people are being settled here. We have the blind, we have the other disability, and we have the leprosy affected people here, where we have 500 people living in this settlement. Today we are here to conduct a mobile clinic. So we are here with our medical doctors and nurses and other supporting staff. And actually we are benefiting from Diamond Foundation by the doctors that helping us coming for medication in the month. And actually we have people suffering from ulcer, and we have people suffering from other malaria and minor diseases that Diamond Foundation doctors have been coming to take care of us. Hima kutuluni. Kulama kutuluni. After washing it, then we now apply the Vaseline. Of course, without the support of Diamond Foundation, most of those cases of ulcer, they will stay like this without care, and they become chronic and may need to amputation of the legs. See here from this how poor is the living condition of those affected people, and the average of each room is around 7 people. So we believe that with a small fund we can make changes. The estimated renovation of this place is only 30,000 euros. 30,000 euros can make changes. We can transform this place to a hygienic. We can improve the living condition. We can ensure that they have running water, hygienic toilet and shower, and we can give smiles to the children. Pourriez-vous nous expliquer exactement ce qu'est Action d'Amiens? Alors, Action d'Amiens, c'est une ONG belge qui est née en 64, donc ça fait maintenant quelques années, et qui lutte contre la lèpre et la tuberculose dans 15 pays du monde, plus la Belgique. Alors, comment fonctionnons-nous? Ce n'est pas nous qui allons quelque part, mais d'abord, il y a une demande locale, parce que nous n'avons pas de leçons à donner à quiconque. Donc, il y a des demandes locales.
Elles sont analysées ici. Si les besoins sont importants, si nos moyens sont assez importants, nous allons sur place. Nous regardons avec les locaux comment agir. Nous agissons toujours avec les locaux. Et le but, c'est qu'à terme, on puisse partir. Donc, que nous ayons donné les moyens financiers et techniques suffisants aux locaux avec qui nous travaillons pour pouvoir partir, pour que les locaux, après ça, continuent le travail de très bonne manière, sans que nous devions intervenir. Et ça fait combien de personnes qui travaillent pour Action d'Amiens aujourd'hui en Belgique? Alors, en Belgique, on est une petite trentaine, avec pas mal de temps partiel, et dans le monde, environ 1200 personnes, mais très peu d'expatriés, quasiment que des médecins, infirmiers, laborantins locaux. Ce qui veut dire que Action d'Amiens, ce n'est pas une organisation uniquement belge, ou si? Ah si, Action d'Amiens est belge, belgo-belge, mais nous avons donc des gens pour nous au Congo, au Bangladesh, au Nigeria, dans d'autres pays, sont des locaux que nous engageons. Alors, vous dites qu'elle est née en 64. Oui. Elle est née comment? Il y a le lien avec le père Damien ou bien pas du tout? Oui. Voilà. Alors, dans les années 50, au collège Père Damien de Suerlé, un groupe de personnes s'est créé pour la fancy fair de l'école. Ils sont appelés les Amis du Père Damien. Puis progressivement, ils ont commencé à élargir un peu leur action, à glorifier la figure de Damien et aussi lutter contre la lèpre. Et puis ils ont rencontré des gens comme Raoul Follereau, par exemple, donc le père des journées mondiales de lutte contre la lèpre en France, et international donc. Ils ont aussi rencontré Frans Ebrechts, un médecin belge, un léphrologue belge. Et puis d'autres ont commencé aussi à récolter un peu de fonds contre la lèpre. En 64, tout le monde s'est regroupé dans une seule association, qui s'appelait à l'époque les Amis du Père Damien, fondation belge de lutte contre la lèpre. Et pourquoi le père Damien? Parce que ça aurait pu être Raoul Follereau aussi. Qu'est-ce qui fait que c'était le père Damien? Parce que c'était les Amis du père Damien du collège Suerlé? C'est ça, voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Et alors, aussi en Belgique, le symbole de la lèpre, enfin de lutte contre la lèpre, c'est Damien, bien entendu. Donc, ça s'est aussi appelé Fondation Follereau en France. Il y a la Fondation Follereau Tournai, qui est le groupement, le comité local d'Action d'Amiens en Belgique. Mais donc, Damien, ça coulait de source, parce que donc, d'abord le collège Père Damien, et puis la figure de la lèpre en Belgique, c'est Damien. Et est-ce qu'il y a des contacts, par exemple? Est-ce qu'il y a vous organisez des visites là où se trouve le père Damien aujourd'hui, à Leuven? Est-ce qu'il y a parfois on rend visite là où il repose? En fait, il y a un musée Damien à Trémelot qui a été rénové il n'y a pas longtemps. Et nous avons une salle. Nous avons participé à la rénovation du musée Damien. Et nous avons une salle Action d'Amiens dans le musée Damien. Au niveau de Louvain même, non, mais à Trémelot, oui, nous sommes présents. Dans le cadre de cette action d'Amiens, en quoi consiste-t-elle concrètement aujourd'hui en Belgique? Alors en Belgique, en fait, c'est très simple. Nous récoltons des fonds qui nous permettent de travailler à l'étranger. On a aussi un petit projet en Belgique contre la tuberculose où on aide des SDF bruxellois pendant leur traitement. Enfin, bruxellois, non, des gens de Bruxelles, mais beaucoup maintenant viennent aussi des provinces parce qu'ils savent qu'à Bruxelles, ils sont pris en charge par une association, donc en l'occurrence Action d'Amiens pendant le traitement. Mais sinon, en fait, en Belgique, surtout, on récolte des fonds et aussi on sensibilise la population pour pouvoir travailler dans les pays où nous sommes présents. Et comment est-ce que vous récoltez ces fonds? Alors, il y a plusieurs manières. Bon, évidemment, ici, il y a ces fameux marqueurs que les gens connaissent, et ces marqueurs qui seront vendus tout ce week-end, enfin même toute la semaine. 6 € la pochette de 4, ça permet évidemment d'avoir quelques fonds, mais il y a aussi des dons. Beaucoup de gens nous font des dons, que ce soit via Internet ou directement sur nos comptes. Et tout ça ensemble fait que nous pouvons soigner pas mal de malades dans le monde chaque année. Alors, la somme de 6 €, est-ce que ces 6 €, c'est un chiffre que vous avez pris comme ça au hasard, ou bien 6 € a une certaine, comment dirais-je, un certain sens, c'est-à-dire qu'on peut sauver une vie avec 6 €? Non, 6 €, c'est la pochette de marqueurs qui vend 6 €, mais la vie, en fait, le traitement revient à 50 €. Donc 50 €, ce ne sont pas les médicaments. Les médicaments, souvent, sont offerts. Mais 50 €, c'est tout ce qu'il faut mettre en route pour arriver à dépister le malade, aller chez lui, parce que parfois, c'est dans des endroits très compliqués. Vous avez vu ici au Nigeria, même si c'est un peu différent. Parce que là, c'est une clinique mobile qui va soigner des malades, mais parfois, il faut aller vraiment dans des petits coins très reculés. Au Congo, parfois, on prend le bateau ou la moto. Au Nicaragua, parfois, on va à cheval. Donc, il faut arriver jusqu'au malade, le dépister, le traiter et le suivre pendant tout le traitement pour voir jusqu'à la guérison. Et donc, tout ça a un coût. Mais donc, c'est le salaire du médecin, c'est l'ordinateur qu'on doit acheter pour faire un registre, c'est l'affiche qu'on édite pour montrer aux gens qu'après 3 semaines, il faut aller voir un médecin si on tousse, etc. Et tout ça mis ensemble revient à 50 €. Donc 50 € permettent de sauver une vie? Oui, 50 € permettent de traiter quelqu'un. Et quand on dit une vie, c'est même plus. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est malade, notamment quelqu'un qui a la lèpre dans un pays où nous travaillons, comme par exemple le Congo ou le Bangladesh, s'il ne peut plus travailler, si c'est le père de famille, toute la famille est dans la misère. Donc, si on arrive à le soigner, à empêcher qu'il soit mutilé ou à l'opérer si c'est nécessaire, on sauve la personne,
mais aussi la femme et parfois 10 enfants. Donc 50 € peuvent sauver, disons, 10 personnes. Et si quelqu'un se dit, tiens, voilà, moi j'ai envie de sauver une famille, 50 €, etc., il peut verser sur le numéro de compte qui, j'espère, apparaît actuellement sur notre écran. Donc ce numéro de compte, est-ce qu'il est déductible fiscalement? Bien sûr, oui. À partir de 40 €, les dons sont déductibles. Donc ça veut dire que l'année suivante, la personne qui a fait un don d'au moins 40 € récupère 45% en réduction d'impôt. Donc il est intéressant finalement de sauver 2 vies et 2 familles, alors plutôt. Même plus. Allons-y. Du moment qu'on ne dépasse pas 10% des revenus imposables, on peut être déductible jusqu'à à peu près la totalité. Et 10% des revenus, je crois quand même que c'est pas mal, quoi. Donc les gens peuvent verser. Vous avez cité le Nicaragua, vous avez cité le Congo, on a vu le reportage au Nigeria, le Bangladesh. Il y a d'autres pays dans lesquels vous êtes également présent aujourd'hui? Oui, l'Inde notamment. L'Inde est comme le pays le plus touché par la lèpre. Quand on voit que chaque année, il y a environ 200 à 220 000 malades nouveaux, la moitié environ vient d'Inde. Donc l'Inde est vraiment le pays le plus touché par la lèpre. C'est aussi un pays énorme, hein, donc évidemment, il y a plus d'1 milliard d'habitants, donc c'est logique qu'il y ait plus de malades là que dans un pays beaucoup plus petit. Mais donc là, vraiment, il y a beaucoup de travail encore au niveau de la lèpre, et donc là, on continue. Et notamment aussi en Inde, on a des médecins chirurgiens spécialisés en lèpre et qui forment aussi des chirurgiens d'autres pays. Donc on a envoyé des Congolais notamment en Inde se faire former pour pouvoir, après ça, au Congo, soigner des malades de la lèpre. Quels sont les pays où vous avez été et où, grâce à votre action, etc., vous avez pu quitter le pays parce que tout était mis en place, soit parce que la lèpre était éradiquée, ou parce que voilà, les structures mises en place permettent effectivement ce qu'ils soient autonomes? On a quitté la Chine il n'y a pas longtemps, en fait, il y a quelques années. On a quitté le Laos, le Brésil, d'autres pays aussi un peu plus tôt. Et donc, vraiment, le but, pour nous, ça n'est jamais rester à vie. Alors, il y a des pays comme le Congo, l'Inde ou le Bangladesh, où on est présent depuis très longtemps, mais il y a des pays qui sont, dans lesquels on peut partir plus vite. Et le dernier, c'est le Laos, où là, ça fonctionne très bien maintenant sans nous. On a encore parfois des contacts. Il arrive encore qu'on fasse des missions sur place pour vérifier, mais ça fonctionne très bien sans nous, tant mieux. Comme ça, l'argent que nous mettions là-bas peut être mis sur d'autres pays où les besoins sont encore importants. Du temps du Père Damien, le Père Damien lui-même était parti dans une île où étaient d'une certaine manière parqués les lépreux. Est-ce que ce genre de situation existe encore aujourd'hui dans notre monde, des lieux où on les met tous ensemble? Alors maintenant plus, mais il y a des vestiges. Ce qu'on a vu au Nigeria, c'est un vestige du passé. Donc à l'époque, il y a 10, 20, 30, 40, non, pas 10 ans, mais il y a 30, 40 ans, on mettait encore les gens dans des léproseries ou dans des villages spécialisés, parce que la lèpre, 1, faisait très peur, et 2, demandait un traitement très important. Maintenant, le traitement dure en général 6 mois, et aussi, grâce à Frans Emmerich, dont on a parlé, on a inventé le principe des cliniques sous les arbres, c'est-à-dire qu'on fait venir la clinique chez le malade et plus le contraire. Donc on soigne les gens, comme on dit, en ambulatoire, et donc il n'y a plus besoin de mettre les gens ailleurs. En plus, on essaie aussi, notamment chez Action Damien, d'expliquer que la lèpre est une maladie normale, une maladie comme les autres, comme la grippe. Donc il y a évidemment des tabous terribles derrière, il y a une stigmatisation monstrueuse de la lèpre, et on essaie d'expliquer que c'est une maladie comme une autre et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, pas de raison de rejeter les gens. Donc maintenant, on ne rejette plus les gens, en tout cas on ne les met plus dans des léproseries. Parfois encore, malgré tout, les gens sont rejetés. Il y a quelques années à Kinshasa, j'ai vu une jeune fille d'environ 20 ans qui avait la lèpre. Elle a été opérée aux mains et aux pieds, mais ses parents l'ont mise dehors parce que c'était une bouche inutile. Donc ça existe toujours, mais les léproseries comme à Molokai, ou comme on a vu au Nigeria, ou comme aussi il existe au Congo, sont des vestiges du passé. On y travaille encore parce que des gens y vivent toujours, dans des conditions parfois très compliquées. Et là, on est en train de rénover ce qu'on a vu tout à l'heure au Nigeria. On a fait la même chose dans d'autres léproseries. Mais évidemment, à terme, ça va s'arrêter parce qu'il n'y a plus de nouvelles personnes qui y arrivent. Et comment est-ce que la lèpre s'attrape ? Alors, la lèpre est une maladie qui s'attrape lorsque quelqu'un qui est malade et contagieux contamine quelqu'un d'autre. Tout simplement en expectorant, en éternuant. Donc, en gros, je dirais que 10% des malades ou 15% des malades sont contagieux. Et si moi, maintenant, je suis malade et contagieux, je peux vous contaminer en éternuant, toussant, en postillonnant. Maintenant, je dis moi, mais je ne peux pas être malade. Parce qu'en fait, la plupart des gens sont assez résistants pour ne pas tomber malade. Très peu de gens, finalement, risquent de devenir malades s'ils sont en contact avec un malade contagieux. Il suffit de vivre dans de bonnes conditions, d'avoir une hygiène normale, pour avoir, donc évidemment une nutrition normale, pour avoir une immunité suffisante pour ne pas tomber malade.
On a parlé de la lèpre, mais effectivement, l'Action d'Amiens, ce n'est pas que la lèpre, c'est aussi la tuberculose. Alors, Wadis ne veut pas mourir. Nous suivons le parcours d'un petit garçon atteint de tuberculose qui, grâce à Action d'Amiens, a retrouvé le sourire de la vie. Je vous propose de regarder ce reportage. kò sì sí wọn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn tí mo gbé ní wọ́n fi sọ pé kí n máa bọ̀ ní bíbí báyìí. tí wọ́n gbé mi débi níjọ́ tán gbé mi débi mi ò yá mọ̀ pé níjọ́ náà ọlọ́run sì kàdá pé nìkú ọlọ́run kàdá pé nìkú gbàgbọ́ sì gbé mi lọ sí àgbẹ̀dọ̀ nígbà tó kọ́kọ́ gbé mi dán ilé rìn dáadáa mọ́ wá mi tí ì lè lọ ibì kankan gbogbo àwọn dúdú yóò mọ owó àtọ́jú fífọ́ ìgbà náà. ẹ̀ ń gbá bọ́ọ̀lù sukú àbẹ́ ò gbà bọ́ọ̀lù kí ló dé tó fi mí yẹlẹyẹlẹ ṣé kọ́ náà ní tó ń dọ̀ láàmú ni àbí kíni. ọmọ rìn dáadáa mọ rìn dáadáa kò sí wàhálà lọ́wọ́ gbàkóso. torí gbà àwọn gbèdé èèyàn ò lè sọ pé yóò yè níjọ́ tá à ń lọ sí àgbọ̀ngbọ̀n kí ló ṣe lójú ọ̀nà ó ṣubú ńgbà tá à ń lọ sí hospital a fẹ́ wọ clinic bó ṣe ṣubú lójú títì nù tí mo fi gbé dìde wọ́n dẹ̀ fún lóògùn. This is where I meet the family for the first time. So that is his right. The difference is very clear compared to the beginning of the diagnosis, and this is the middle 4 months in the treatment now. By the end of the treatment, it will be better than this. Yes.
Action d'Amiens est donc bien connue pour son combat contre la lèpre. Vous occupez également de la tuberculose. Est-ce que ça, c'est une maladie dont vous occupez depuis la fondation en 64 ou bien c'est arrivé plus récemment? C'est un peu plus tard en fait. Dans les années 60-70, les moyens ont augmenté et la lèpre a commencé à diminuer comme problème parce que les médicaments étaient meilleurs. Et donc à l'époque, les pionniers encore se sont demandé ce qu'ils allaient faire en fait. La réponse était évidente. Autant utiliser les moyens pour d'autres choses plutôt que tout concentrer sur une seule maladie. Et pourquoi la tuberculose? Parce qu'en fait le bacille est relativement proche, le traitement relativement proche, et donc avec les mêmes équipes sur place, on pouvait faire les deux maladies. Et donc finalement, voilà, ça a coulé de source. Et maintenant, la tuberculose fait vraiment le gros de notre travail, parce que 90% environ des malades que nous traitons sont des malades de la tuberculose. Ce qui veut dire qu'on attrape cette maladie de la même manière que la lèpre? Oui, mais beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que l'immunité joue beaucoup moins. Donc si maintenant moi je suis tuberculeux, je peux vous contaminer exactement de la même manière, le bacille de Koch qui part Je vais me méfier de vous. Hein, parce que... j'ai été contaminé, mais pas malade en fait. Donc on peut être contaminé sans être malade. Très peu de gens deviennent malades en étant contaminés. Donc une personne sur 3 dans le monde est contaminée. Chaque seconde, quelqu'un est contaminé. Mais en gros, on a une chance sur 10 ou un risque sur 10 de tomber malade au cours de la vie. 5% tout de suite et 5% au cours de la vie quand l'immunité diminue. Donc finalement, le risque est relativement faible, mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas malade. Et chaque année, il y a pas loin de 2 millions de personnes qui meurent de tuberculose, donc toutes les 15 à 20 secondes, quelqu'un meurt. Aujourd'hui, dans les pays que vous êtes, etc., vous avez autant de cas de tuberculose, beaucoup plus de cas de tuberculose, si je comprends bien, que de cas de lèpre. Aux Comores, c'est le contraire. Aux Comores, on a plus de malades de la lèpre que de la tuberculose, mais c'est le seul pays. Dans tous les autres pays, on a beaucoup plus de malades de la tuberculose. Et par exemple, le Congo, à Kinshasa, c'est 20 000 malades par an. Donc c'est vraiment énorme. Comment est-ce que vous assurez le suivi de vos projets? Parce que vous l'avez bien dit, vous êtes appelé, vous venez sur place, vous envoyez de l'argent, mais comment est-ce qu'on peut être certain que tout ce que vous récoltez soit utilisé judicieusement et soit bien utilisé pour soigner les malades de la tuberculose et de la lèpre? Alors on ne voit pas spécialement de l'argent en fait. D'abord, on engage des gens sur place qui sont les responsables. Et alors, c'est eux, évidemment, qui s'occupent de tout. Mais en plus, en Belgique, évidemment, on a des gens qui suivent les projets. On a 4 gestionnaires de projets en Belgique qui ont chacun X pays dans leur, entre guillemets, portefeuille. Et donc, eux vont régulièrement sur place, ont des contacts très, très réguliers avec les équipes locales. Ils vont sur place plusieurs fois par an pour, évidemment, vérifier. Parce que, évidemment, c'est très bien d'avoir des moyens et de les mettre à disposition, mais il faut aussi être certain que ça fonctionne. Et donc, nos responsables locaux et nos responsables ici en Belgique veillent à ce que tout fonctionne très bien. Justement, dans cette action, dans ce que vous faites, dans les moyens que vous avez le sentiment que jusqu'aujourd'hui, tout a toujours été utilisé correctement? Oui, bien sûr, oui. Et franchement, quand je vais sur place, je vois à quoi ça sert, et je vois surtout à qui ça sert. Et je ne parle même pas spécialement des malades, je parle des soignants. Il m'arrive d'aller sur place 1 fois ou 2 par an. Et je vois vraiment que l'argent qu'on envoie, la formation qu'on donne aussi aux gens, le matériel qu'on met à leur disposition leur permet de fonctionner. Et c'est vrai que quand on voit parfois les miracles, entre guillemets, qui se passent, parce qu'ici, Waris, on a vu une photo de lui avant, vous avez vu comment il était. C'est pas possible, il était vraiment sur le point de mourir. Maintenant, il vit, cet enfant vit, il retourne à l'école. J'ai vu aussi d'autres personnes qui étaient vraiment hyper mal en point, et dont maintenant j'ai des nouvelles. Je sais que ce sont des gens qui, maintenant, parfois, se sont mariés, ont des enfants, travaillent. Donc, ça fonctionne. Ce qu'on fait fonctionne. Et c'est grâce aussi à la population belge. Et donc, les moyens que nous mettons sur place sont bien utilisés. Et ça permet de sauver des vies, vraiment de faire la différence entre la vie et la mort. Vous avez bien dit que ce sont des gens qui vous demandent, est-ce qu'Action d'Amiens aujourd'hui est connue dans tous les pays du monde entier? Est-ce que vous avez une réputation internationale? On a une réputation maintenant, tous les pays. N'exagérons pas, mais on a une réputation, on est vraiment très connu, ne serait-ce aussi que parce qu'on travaille depuis très longtemps et qu'on met aussi des moyens notamment sur la recherche. Alors en tuberculose par exemple, on a la tuberculose multirésistante et il y a un traitement qui était reconnu par l'OMS voici 2 ans et c'est Action d'Amiens qui l'a mis au point au Bangladesh. Donc c'est connu aussi ça dans le milieu. Et donc Action d'Amiens vraiment a une bonne réputation, méritée, osons le dire, et on a chaque année plusieurs demandes en fait. Justement, une des questions que je me posais par rapport à votre action, c'est par rapport à tous ces projets que vous menez. Est-ce qu'il y a des demandes que vous êtes obligé de refuser parce que vous n'avez pas les moyens encore suffisamment pour pouvoir soutenir votre action?
Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Dans certaines demandes qu'on rejette, c'est parce que les besoins ne sont pas assez importants, par exemple. Mais je pense qu'il arrive qu'on doive dire, on ne peut pas y aller maintenant. Parce que ce sont des maladies qui se traitent à long terme aussi. Donc il faut qu'on soit sûr d'avoir un budget pour plusieurs années. On ne va pas commencer quelque chose, puis 2 ans après partir, alors qu'on a 6000 personnes sous traitement. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc il faut qu'on ait les reins assez solides, et je pense que parfois on doit refuser parce que on n'a pas les moyens suffisants. Et aussi parfois sur place, on ne peut pas tout faire tout de suite. On a vu les images tout à l'heure de la colonie d'anciens malades de la lèpre à Lagos. On travaille à la rénovation, mais on n'a pas pu le faire non plus dans les semaines qui ont suivi parce que il y a des priorités, il y a des budgets qui sont faits en fonction des demandes de chacun des pays. Et donc, évidemment, oui, il y a des moments où on est limité. C'est pour ça qu'on est là aussi chaque année pour dire aux gens, aidez-nous, parce que les moyens sont très importants. Et tous les dons qui arrivent serviront à quelque chose, de toute façon. Finalement, quand on voit les images, comme on les a vues tout à l'heure, dans les 2 reportages, est-ce que la tuberculose et la lèpre sont quand même pas aussi des maladies liées à une certaine forme de pauvreté? Bien sûr. C'est tout à fait évident, ça, ce sont des maladies de la pauvreté, ça c'est clair. Au niveau de la lèpre, c'est tout à fait évident, parce que chez nous en Belgique, elle existait aussi la lèpre. Au Moyen-Âge, la lèpre existait. Ici, les malades devaient signaler avec une robe de bure et une crécelle pour que les gens bien portants les évitent. La lèpre a disparu d'elle-même bien avant les médicaments, parce que les conditions de vie ont changé, sont améliorées. Et donc, quelque part, il suffirait que les conditions de vie s'améliorent dans le monde entier pour que la lèpre disparaisse. Donc c'est typiquement lié à la pauvreté. La tuberculose, un peu moins, parce qu'elle est beaucoup plus contagieuse et qu'on peut très bien être moins fort au niveau immunité sans être dans la pauvreté. Mais la pauvreté joue. Par exemple, les SDF ont beaucoup plus de risques de développer la tuberculose que quelqu'un qui vit dans de bonnes conditions, qui a à manger tous les jours, qui n'a pas le stress quotidien que vivent les SDF. Donc, effectivement, la pauvreté est le facteur essentiel de ces maladies. Vous travaillez aussi, vous, sur voir comment éradiquer la pauvreté. Est-ce que vous avez un discours qui alarme les sociétés par rapport à cette réalité? Le discours, non, mais on agit sur place. Donc, on ne peut pas le faire pour tout le monde parce que, de nouveau, les moyens ne le permettent pas, mais chaque année, on aide quelques milliers de personnes à sortir de la pauvreté. Alors, comment on les aide? Ce sont des malades ou des anciens malades. On les aide en les formant, en leur donnant du matériel, en leur permettant d'avoir accès à un petit commerce. Ça peut être 3 vaches qu'on donne, ça peut être une machine à coudre, ça peut être quelques boissons pour commencer un débit de boisson, pour que ces gens sortent de la pauvreté. Donc, on le fait à notre échelle, qui est une petite échelle, parce que on est une ONG importante en Belgique, mais au niveau mondial, 15 millions d'euros de budget, ce n'est pas grand-chose quand on voit les milliards qui sont dépensés, à juste titre, notamment contre le sida, par certaines fondations américaines. Et c'est très bien, hein. Mais donc nous, on n'a pas les moyens de faire tout ça, et donc on aide certaines personnes, pas toutes. Sur place aussi, nos équipes locales, avec les locaux, peuvent dire cette personne-là a vraiment un besoin, et donc à ce moment-là, on met tout en place. On forme ces gens, on leur donne du matériel pour qu'ils sortent de la pauvreté. Stéphane Sett, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ce que vit sur le terrain l'Action d'Amiens. Donc veuillez réserver un très bon accueil aux vendeurs pour ces pochettes à 6 €. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.